Bonjour et bienvenue dans le 26e numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast sur les Girondins. Je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondins et j'accueille tout de suite messieurs Florian Sabatier et Nicolas Paolorsi. Salut les gars. Salut à tous. Bon, 1er mai, bonne fête du travail messieurs. Ah merci. Surtout en ce moment. Ouais. Ah ouais, on bosse beaucoup pour ce moment, c'est gentil Nico. Ouais, c'est ça. Même, vous vous rendez compte, chers auditeurs et auditrices, même le 1er mai, nous sommes là pour vous parler des Girondins, tout ça dans un contenu qui est complètement gratuit. Le travail gratuit, c'est ça. Voilà, donc profitez-en. Tous ces contenus, c'est unique. Je crois qu'il n'y a pas un seul média qui fournit autant de contenu sur les Girondins de Bordeaux que Web Girondins. Donc, que ce soit... bon, je vais pas les citer. Donc, profitez-en, partagez, parce que tout ce qu'on vous propose, c'est consultable gratuitement. Donc, et surtout si vous avez des bloqueurs de pub, sortez-moi ces bloqueurs de pub de vos ordinateurs, parce que sinon... ça n'existera plus les contenus gratuits, il faut le savoir, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, 1er mai, et vous retrouvez cette émission 3 fois par semaine, le mardi, le mercredi et le vendredi à 18h30 pour l'heure de l'apéro, bien entendu. Merci à tous de nous suivre en nombre, on est ravis d'être avec vous. Et avant de vous donner le thème, je vais vous inviter à aller écouter le talk d'hier soir avec Sams, de comédien rappeur bordelais, qui était assez sympa. Si vous l'avez pas écouté, allez sur Web Girondin ou sur notre chaîne YouTube pour l'écouter. Et si vous n'avez pas écouté le podcast sur la formation de lundi dernier, pas le podcast, le talk, allez l'écouter aussi parce qu'il y a pas mal d'infos sur la formation des Girondins. Voilà. Bon, tu connais ça, Sams, toi, Nico ? Ouais, je connais bien. Je suis en pleine série là. Je l'ai pas encore terminé. Je crois il doit me rester un épisode de la saison de validé, là, la série de Canal. Puis je connaissais un petit peu son histoire. Ouais. Mais du coup, je vais réécouter votre talk parce que j'étais pas présent hier soir et ça m'intéresse de savoir ce qu'il dit, son expérience, son rapport aux Girondins et tout ça. C'est assez intéressant. Alors, en fait, nous, on avait cru qu'il avait joué aux Girondins. Il a jamais joué aux Girondins, en fait. Il a joué Il a joué au Stade Bordelais, je crois. Voilà, à ce nom, et il était en sélection de la Ligue d'Aquitaine. Voilà, il m'a dit je corrige, en fait, ça avait été déformé dans des précédents entretiens qu'il avait fait dans la presse. Il m'a dit non, j'ai jamais joué aux Girondins. Il a joué à Libourne aussi, ouais. À l'époque où il y avait Didier Tolo qui était entraîneur, Stéphane Ziani aussi, attaquant, mais il jouait surtout en réserve. Voilà, il jouait avec la CFA 2, je crois, à l'époque. Voilà. Bon, aujourd'hui, on peut faire le bilan de la saison. La saison a été arrêtée, Bordeaux est 12e. On peut parler sur la saison, faire un bilan. Bon, ça me semble opportun. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la saison des Girondins est ratée, Flo? T'es 12e, tu rentres pas dans l'objectif qui était du début de la saison, c'est-à-dire être au moins dans le top 8. Donc oui, je serais tenté de dire très rapidement que la saison est un petit peu ratée. C'est dommage parce que moi j'y ai repensé justement hier. Je trouvais qu'il y avait quand même des choses qui étaient plutôt pas mal, plutôt intéressantes par rapport aux saisons précédentes où par exemple pour l'année juste avant, on avait quand même du mal à voir Bordeaux faire des résultats à l'extérieur. Et c'est vrai que cette saison là-dessus. On a vu une équipe, moi je trouve, avec du caractère. Par exemple, ce match à Nice où tu fais un partout. T'as à Paris où t'as un match un peu foufou avec ce 4-3 et même contre Marseille, tu fais quand même quelque chose de plutôt sympa en première mi-temps. Donc voilà, c'est vrai que elle semble un petit peu ratée, mais je pense que tout n'est pas jeté. L'objectif, c'était de terminer dans les 10 premiers, Nico. Il n'est pas atteint. Ouais, bah écoute, on peut pas parler de saison réussie parce que au moment où le classement s'arrête, Bordeaux était 12e. Alors après, faut relativiser parce qu'ils étaient quand même pas loin de la première partie de tableau et qu'il restait encore beaucoup de matchs à jouer. Et ça, faut quand même le prendre en compte. Je dis pas que Bordeaux aurait terminé 5e ou 6e ou 7e, mais bon, il y avait quand même un nombre de matchs à jouer important.
C'est une saison que je qualifierais de mitigée. Moi, personnellement, j'ai pris du plaisir à voir Bordeaux jouer cette année par rapport à certaines saisons précédentes, notamment la dernière avec Ricardo ou Eric Bédouet, où je trouvais que le projet de jeu était quand même pas folichon, et pour le dire un peu crûment, clairement, on s'emmerdait. Je trouve que Paulo Sousa a su mettre des choses en place. Alors l'équipe n'a pas performé comme elle pouvait performer, ça c'est une certitude, mais je trouve que dans la philosophie de jeu, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu des rencontres qui étaient agréables à voir jouer quand on était au stade. C'est pas le jeu du Paris Saint-Germain, hein, c'est pas ce que je veux vous dire. Je vais pas vous dire que Sousa a transformé le jeu de Bordeaux, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur Sousa, sur son bilan, sur le fait que finalement c'était pas un entraîneur qui faisait gagner plus que les autres. Ça, on est complètement d'accord. Maintenant, sur quoi tu juges un coach? Moi, je trouve qu'il a su amener quelque chose. Il y a eu une vraie patte Sousa cette année, avec des séquences de jeu où il y a eu des sorties de balles super intéressantes, avec l'équipe qui a mis en place un pressing haut pour attaquer des blocs bas. Maintenant, il y a un manque de talent individuel dans cette équipe qui fait que je pense que tu n'arrives pas à franchir un cap. Là où dans certains clubs de Ligue 1, tu vas gagner un match sur un exploit individuel, sur un joueur qui fait la différence. À Bordeaux, c'est peut-être plus le cas, parce que ce joueur qui est au-dessus du lot, tu l'as plus. Depuis que Malcolm est parti, tu l'as plus. Et t'en as pas actuellement qui sont capables vraiment individuellement de surnager sur une rencontre. Donc je pense que c'est ça qui pêche. Maintenant, j'ai repris du plaisir à aller au stade et à revoir un match de Bordeaux cette année, sans dire que c'était du grand Bordeaux et qu'on s'est régalé. Je trouve qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place quand même. Alors, Bordeaux est 12e avec 37 points. Et si on regarde le classement, tu as raison de parler du classement, parce que Reims 5e qui est européen à 41 points, Lyon 7e à 40 points, c'est-à-dire que Bordeaux termine 12e mais n'est qu'à 3 points du 7e, Lyon, et à 4 points des Européens, Nice et Reims, quoi. Donc, alors, c'est vrai que j'ai regardé la dynamique des matchs juste avant que le championnat ne s'arrête. Nous étions sur une série de 3 nuls et une défaite. Est-ce qu'on peut, alors c'est du foot fiction, mais est-ce qu'on peut penser que Bordeaux aurait pu remonter au classement, Flo? Est-ce que ça, tu vois, Ouais, moi je pense. tu l'envisageais? Je pense. Ouais, ouais. Après, pour moi, je pense qu'il y avait vraiment ces deux matchs-là qui étaient très importants. Donc contre Saint-Étienne et vraiment contre Rennes aussi, parce que après derrière, bon, tu affrontais, il me semble, des équipes d'un calibre entre guillemets inférieur, par exemple vis-à-vis du Stade Rennais. Je crois qu'il y avait Nîmes derrière et Amiens, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vrai que oui, la Ligue 1 était tellement serrée cette saison comme tant d'autres que finalement tu aurais pu clairement au moins être dans les 8. Et moi je rejoins complètement Nico. C'est vrai que honnêtement on va pas dire que c'était du total régal ou du tiki-taka ou quoi que ce soit, les Girondins de Bordeaux là sur la saison qui s'est écoulée, mais c'est vrai que moi aussi j'ai pris du plaisir franchement sur de nombreux matchs, notamment au Matmut. Bon, il y a ce match contre Paris que tu perds que 1-0, qui était un petit peu je trouve un petit peu, si Bordeaux avait poussé un petit peu plus, on aurait pu voir autre chose. Il y a eu ce match contre Monaco que moi j'avais trouvé vraiment pas mal du tout. Honnêtement, je pense que c'est l'un des matchs je pense que j'ai pris le plus plaisir à voir cette saison au Matmut. Et donc voilà. Après, bon, moi je pense qu'il y a clairement un contexte aussi. Bordeaux termine 12e, et il y a aussi un contexte un peu particulier aussi cette saison pour Bordeaux. Il y a eu beaucoup de choses en interne et les à côté aussi dans le stade, avec toutes ces histoires avec les ultras et compagnie. Donc c'est vrai que c'était pas simple. Je pense Bordeaux aurait pu faire quelque chose d'un peu plus intéressant s'il y aurait eu davantage de régularité. Mais bon, voilà, comme le disait Nico aussi, il te manque peut-être un top player qui puisse sur quelques matchs amener de la régularité dans ton jeu, et ça malheureusement Bordeaux ne l'a pas à l'heure actuelle. On a la saison, moi je la séparerais en deux cette saison, avec un très bon début de saison du mois d'août jusqu'à ce match face à Marseille au Vélodrome au mois de décembre, et la deuxième partie de saison où Bordeaux n'a fait que couler, quoi, puisque finalement on était 3e du championnat en décembre,
et on se retrouve 12e en mars, et on sait pas ce qui serait advenu. Comment on peut expliquer qu'il y a eu cette cassure à Marseille? C'est une cassure entre le coach et les joueurs, entre son système de jeu et les joueurs, et du coup, les joueurs ils se sont dit oh là là, ou est-ce que c'est psychologique? Je sais pas, Nico. Non, pas du tout. Alors pas du tout. Il y a aucune fracture avec Paulo Sousa et son groupe. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de cette équipe, ça, c'est que Sousa, on peut dire beaucoup de choses sur lui, mais c'est un super manager qui arrive à avoir l'adhésion de ses joueurs et qui l'a encore. Quels que soient les résultats, c'est quelqu'un qui est très proche de ses joueurs et ses joueurs ne l'ont jamais lâché. Alors après, sur le système de jeu, c'est sûr qu'il y a des questions qui se sont posées. D'ailleurs, lui s'est adapté après avoir discuté avec des joueurs et après avoir vu aussi qu'il fallait qu'il amène autre chose à son équipe parce que là, ça commençait à ne plus trop marcher. Non, je pense que c'est juste, c'est Bordeaux. Bordeaux n'a pas le potentiel technique et tactique et le potentiel humain en termes de joueurs pour rivaliser sur toute une saison, pour être régulier au niveau. Donc, c'est une équipe de série qui est capable de battre tout le monde sur un gros match. On peut le voir avec Monaco, on peut le voir avec Marseille. Ce sont des équipes contre Lyon, contre lesquelles les Girondins, dans un bon jour, peuvent rivaliser. Par contre, c'est aussi une équipe qui est capable de perdre contre Toulouse, contre Nîmes et contre ces équipes qui sont mal classées. Donc, je pense qu'il faut pas chercher plus loin. Il y a un manque de potentiel joueur dans cette équipe qui est assez évident. Il y a aussi de jeunes joueurs qui sont pas forcément aguerris à la Ligue 1. Maintenant, je rejoins ce qu'a dit Flo. Le calendrier de Bordeaux joue aussi pour beaucoup dans ce classement. Je dis pas qu'encore une fois, on peut pas se projeter et faire les devins. La dynamique était pas ouf avant l'arrêt du championnat, mais tu fais partie de ces équipes qui ont joué 2 fois le Paris Saint-Germain, par exemple. T'as joué l'OM. Donc, il y a des clubs qui sont devant toi qui n'ont pas joué 2 fois le Paris Saint-Germain. Tu sais que quand tu joues le PSG, c'est quand même 6 points en moins, sur ton classement. Et 6 points, tu en parlais tout à l'heure, au moins 3 points. Parce que du coup, sur la phase retour, on va parler des 3 points de la phase retour parce que plusieurs équipes n'ont pas joué le Paris Saint-Germain sur la phase retour. Ces 3 points-là, si tu les empoches et tu les comptes comme une victoire, tout de suite, Bordeaux se retrouve 8e ou 7e, je crois. Oui, 7e. Donc voilà, il y avait un calendrier plutôt abordable sur la fin. Alors je ne dis pas que Bordeaux aurait surperformé, et voilà, mais je trouve qu'il y a des choses qui se mettaient en place. Il y avait le retour de Kalou aussi qui était réincorporé dans cet effectif-là. Il y avait, je trouve, des choses intéressantes avec cette défense à 4. Il y avait un mec comme Pardo qui commence un peu à montrer le bout de son nez, qui aurait pu apporter un petit peu de lien. Il y avait Yacine Adli, toujours intéressant, qui continue à faire des bonnes choses. Donc, moi, franchement, je regrette de ne pas voir cette fin de saison parce que oui, ok, si on s'arrête là, c'est sûr, Bordeaux est 12e. L'année dernière, c'était à peu près dans les mêmes eaux et ça fait plusieurs saisons que maintenant on termine dans le ventre très, très mou de la Ligue 1. Mais je pense que cette saison, il y avait moyen de faire quelque chose et d'aller chercher cette 8e place, 7e place qui aurait donné quand même une autre gueule à la saison bordelaise. Quand tu parles, Nicolas et toi Flo, de l'effectif, il manque de joueurs de talent, moi je me dis quand même, on a quand même Reims qui est devant nous, on a Montpellier qui est devant nous, on a Angers, on a Strasbourg qui est devant nous. Ces clubs-là ont un effectif de meilleure qualité que Bordeaux? Ah ben Montpellier, juste pour les citer ils ont quand même un duo ultra complémentaire devant qui est quand même Delors et Laborde. Ils ont un joueur, je crois si je dis pas de bêtises, qui est Savanier, qui est quand même pour moi un super joueur de Ligue 1 et qui a fait quand même de ce. T'as Florian Méliès, t'as un gardien comme Olympie, attendez les gars, quand tu regardes, on a quand même Costil, on a quand même Koscielny, t'as quand même Jimmy, t'as Brillant et t'as Nicolas Depréville, t'as Samuel Kalou, t'as François Camano, t'as des joueurs qui ont joué la Ligue des Champions, il y en a plusieurs qui ont joué la Ligue des Champions dans l'effectif des Girondins, qu'on vienne pas me dire. Moi je trouve c'est des fausses excuses, l'excuse de l'effectif. C'est une fausse excuse de dire on n'a pas de talent. C'est une j'arrive pas à l'accepter. Voilà. Je suis d'accord avec toi. On va peut-être préciser. C'est pas que Bordeaux n'a pas de talent, mais franchement, si tu prends ces effectifs-là, alors Reims. Reims termine devant, mais c'est un concours de circonstances. Je suis pas sûr qu'ils auraient terminé la saison, très honnêtement, à la 5e place. Ça peut arriver de faire un one shot sur une saison. Je suis pas sûr que Reims confirme à ce niveau-là.
Clairement. Donc, tu as des clubs qui ont surperformé, et comme ça arrive dans toutes les saisons de foot et dans tous les championnats du monde. Il n'y a pas que la Ligue 1 où tu arrives à avoir Retafe la saison dernière en Espagne qui a fait une saison de ouf, par exemple. Bon, voilà. Mais ce sont des effectifs qui sont plutôt égaux en quantité. Tu prends Montpellier et Bordeaux, tu te dis pas, wow, l'effectif de Bordeaux, c'est largement dessus, c'est nettement supérieur. Tu prends l'effectif de Bordeaux et de Strasbourg, pour moi, je pense que intrinsèquement, il n'y a pas une différence fondamentale. Et ces matchs-là, tu ne les gagnes pas où tu n'es pas nettement au-dessus de ces équipes-là parce que justement, tu as un effectif qui se vaut. Donc, tu peux te faire taper, tu peux les battre, tu peux te faire taper, tu peux les battre. Mais voilà, tu as des effectifs comme Monaco, Lyon, Marseille, et j'exclus bien évidemment Paris, mais même Rennes maintenant, où en qualité, ils ont 2-3 joueurs qui sont vraiment capables de faire la différence. Et que ce soit dans tous les secteurs de jeu, on va dire qu'ils ont un joueur par ligne qui est au-dessus. Et toi, tu les as pas. Et donc, c'est pour ça que tu es un peu logé à la même enseigne qu'à Montpellier. Alors oui, bien sûr, tu prends des internationaux, Costil, Koscielny, voilà. Bon, après, au milieu de terrain, t'as pas forcément de taulier. Otavio, c'est costaud, mais bon, c'est pas meilleur, par exemple, qu'un TJ Savanier. Et comme le disait Flo, devant, bon, t'as parlé de Camano et Kalou, ok, mais ils ont quand même été au placard quasiment toute la saison. On les a pas vus. Ils étaient pistons. Voilà. Il y a un joueur comme Depréville qui tient un peu la baraque, mais bon, c'est quand même faiblard, quoi, au milieu de terrain et devant. Et donc, comment on peut expliquer, du coup, si on a un effectif de la même valeur que Reims, que Strasbourg, que Montpellier, égale valeur, comment on peut expliquer qu'ils soient devant nous? Qu'on n'arrive pas à être meilleur que ces équipes? Flo? Tout simplement, je serais tenté de dire la dynamique que tu as eue au mois de janvier, février, où t'aurais dû ou t'aurais pu faire des résultats que t'aurais... Ah, Allô? oui, vas-y, tu aurais pu faire des résultats. Ouais, t'aurais pu faire des résultats contre Metz, pardon, pas contre Metz, contre Brest, des petits matchs comme ça où t'aurais dû gagner, où t'aurais pu gagner, mais t'as pas su le faire. Voilà. Après je pense que t'as des matchs aussi à confrontation directe où tu fais pas le taf aussi. Je crois que c'est contre Strasbourg où tu perds. Donc voilà, il y a toute, je sais pas, mais je pense que vraiment, comme le dit Benoît Costil en zone mixte, hein, il y a aucun match qui est facile pour les Girondins de Bordeaux et qu'ils ont pas de marge, ils ont pas de garantie comme à une certaine époque où on se disait bon ben voilà, telle équipe, c'est simple, Bordeaux va la taper, et c'est ce qui se passait. Là c'est compliqué. Par exemple, je sais pas, je parlais du déplacement de Nîmes, mais si on fait un peu là encore du foot fiction, je suis pas sûr qu'à Nîmes, par exemple, tu gagnes par exemple 6-0 comme t'as gagné sur le match aller, parce que Nîmes avait une toute autre dynamique. Donc voilà. Après, voilà, Bordeaux a clairement moi je pense un effectif qui est limité et ça s'en ressent au classement que tu as actuellement. Nico le disait, t'as pas un joueur fantastique, par exemple au milieu. Otavio c'est très bien, mais c'est pas un mec qui va par exemple faire la différence par un but important sur un gros match ou autre. Donc voilà. Et en attaque, pour moi. Ok, tu as un mec comme Maja, même Maja qui ne joue pas beaucoup, et Jimmy Briand qui reste quand même qui a de l'expérience en Ligue 1, mais pour moi c'est trop fragile et trop court pour être dans les 5-6 premiers, et c'est ça qui te manque, des mecs comme par exemple, alors j'ai parlé de Laborde et de l'or, mais c'est clair, il te manque peut-être une association qui marche. Comme tu as eu par exemple il y a 2-3 saisons, on le disait, avec notamment avec Malcolm, qui te permettait sur la régularité, sur 5-6 matchs, de faire le boulot. C'est pour ça que sous Gustavo Poyet a réussi à aller chercher l'Europa League, ou même avec Jocelyn Gourvenec la saison d'avant. On parle toujours donc là vous parlez d'individualité dans un collectif, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour être performant, il faut pas arriver à créer un collectif
performant, quelles que soient tes individualités, puisque bon, on a un effectif qui est très moyen. C'est ce que vous dites. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, comme on n'a pas réussi à être performant collectivement, puisque c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est le collectif. Quand tu as des effectifs qui sont moyens, c'est la capacité de ton entraîneur à fédérer un groupe, à fédérer sur ses idées et à faire appliquer ses idées. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Paulo Sousa, il a échoué dans les résultats et dans la capacité à créer un collectif performant, au moins plus performant que Reims, au moins plus performant que Montpellier, au moins plus performant que Nice ou un autre club ou Angers. Voilà, c'est une question. Hein. Ouais, parce qu'on parle d'individualité. À un moment donné, le foot c'est collectif aussi. Oui, alors je vais essayer de répondre, mais je suis pas d'accord avec toi déjà dans un sens. C'est difficile quand même de juger un entraîneur quand le championnat s'arrête 10 journées avant. Et même si Reims ça fait une super saison, même si Montpellier fait une saison, rien ne garantit que ces clubs-là auraient terminé à cette saison, à cette place-là. Donc ça déjà c'est quand même une chose qu'il faut bien prendre en considération. Là, on va prendre les classements qui sont gelés, mais même dans ta projection de saison, moi pour faire aussi un autre sport collectif, mais t'as aussi une dimension physique. Peut-être que t'as des clubs qui avaient énormément misé sur la fin de saison au niveau de la prépa physique, qui avait un pic de forme qui commençait à arriver à son maximum et que ça t'as pas pu l'exploiter parce que la saison s'est arrêtée. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc ça déjà, c'est une chose. Pour en revenir à Paulo Sousa, je trouve qu'il a su créer un collectif. Personnellement, je trouve que son équipe s'est plutôt bien comportée collectivement sur la majorité des matchs, qu'on a vu un Bordeaux assez intéressant, qu'on a vu un Bordeaux capable de se procurer, pour moi, des occasions, même si j'ai vu qu'il y avait des stats qui étaient sortis, comme quoi Bordeaux était l'équipe qui se procurait le moins d'occasions, je crois, sur la saison de Ligue 1, mais j'avais la sensation, moi, qu'il y avait des choses intéressantes, en tout cas, de mon point de vue très personnel. Donc voilà, il y a des choses qui ont été mises en place collectivement. Il a essayé de changer tout. On va pas se mentir, parce que quand tu passes de Ricardo, même de ce que mettait en place Gustavo Poyet à Paulo Sousa, il a essayé de changer tous les principes de jeu par rapport à ses prédécesseurs. Il y a eu un vrai projet de jeu qui a été mis en place, et ça prend un petit peu de temps. Donc non, je pense que cette dimension collective, elle était présente. Maintenant, collectivement, Bordeaux était fort, mais qu'est-ce qui fait que Bordeaux va gagner face à Dijon à la maison, face à un bloc bas qui est regroupé à 30 mètres de son but et qui va jouer le contre? Eh ben, c'est pas forcément ta dimension collective, parce que ces matchs-là, tu les domines, t'as la possession, tu joues chez les mecs, t'as 65% de possession de balle, tu joues chez eux, voilà. Mais c'est le joueur qui, dans ses 25 ou 30 derniers mètres, va te faire la passe D qui fait la différence. L'attaquant qui, à 10-15 mètres, a un ballon et la met au fond. Parce que des occasions de but, moi je trouve qu'ils en avaient. Ils arrivaient à s'en créer. Maintenant, il te manque ce mec-là qui fait la différence par le dernier geste de créativité, par le dernier geste du buteur. Et ça, moi, c'est ça que t'as pas. Donc, le jour où, moi, je suis persuadé que si dans cette équipe-là, actuellement, cette saison, t'avais un attaquant qui était capable de mettre 15-16 buts dans la saison sur une demi-occasion, il était capable de vraiment s'installer comme numéro 9 indéboulonnable, je suis sûr que tu as un Bordeaux qui se retrouve 6e de Ligue 1 par rapport au jeu qu'ils ont proposé. Sauf que tu l'as pas, parce que Josh Maja n'est pas installé, Sousa lui fait pas trop confiance, parce que Jimmy Briand est un bon attaquant. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est un bon attaquant, mais c'est pas l'attaquant qui va te faire la différence. Et je suis pas sûr que Briand soit un 9. Donc voilà, pour moi, ça explique cela. C'est pour ça que je parle d'individualité, parce que le comportement collectif de l'équipe, pour moi, était satisfaisant. Alors, il y a des matchs où tu es passé au travers, bien évidemment. Il y a des matchs où tu pouvais attendre plus de cette équipe-là, évidemment. Mais je trouve que sur l'ensemble de la saison, sur les 28 journées qui ont été jouées, je trouvais que collectivement, c'était pas dégueu. Par contre, les matchs, justement, dont on parlait de Dijon, ces matchs-là contre Saint-Etienne où tu domines mais copieusement à la maison et où tu n'arrives pas à gagner malgré toutes les occasions, et ben ça, c'est le mec qui va te faire la diff que tu n'as pas. Bon Flo, qu'est-ce qu'on peut espérer là pour la saison qui va arriver, la prochaine? Un attaquant? C'est ce qui manque mais, depuis le temps, mais je me demande si c'est pas le joueur qu'il faut. Hein. Au poste qu'il faut. Bah si, moi j'ai tendance à rappeler que je suis toujours quand même assez déçu du dossier qui avait pas été poursuivi à son terme sous Jocelyn Gourvenec, qui était le joueur du PSV Eindhoven, Luc de Jong, parce que je pense que vraiment ça aurait été le joueur déjà au niveau point de fixation, ça se rapprochait énormément quand même de ce que faisait justement Cheikh Diabaté et tant d'autres par le passé de la Ligue
Ligue 1. Donc ça, je trouvais ça dommageable. C'est peut-être l'une des pistes, je serais tenté de dire la plus intéressante ces 3-4 dernières saisons, mais finalement on l'a pas faite, c'est vraiment dommage. Et donc oui, voilà, clairement dans le jargon entre guillemets, ça va faire peut-être sourire Nico, mais c'est vrai que la Souze, comme on l'appelle, c'est vrai, a besoin de ce numéro 9 et Bordeaux en a clairement besoin. Ouais, c'est ça qui manque à Bordeaux, je pense aussi. Après, au niveau du milieu, on verra ce que donnera Ruben Pardo sur une saison entière, justement, en espérant que voilà, on puisse voir aussi des entraînements rapidement à partir sans doute du mois de mi-juin, début juillet. Je sais pas comment ça va se dérouler pour la suite pour la saison prochaine, du moins. Donc oui, voilà, je pense qu'il faudra, malheureusement, le mercato va conditionner peut-être ta saison aussi. Et quand on sait que bon voilà, ça, on est vraiment dans le flou là-dessus, même si Didier Quio d'ailleurs hier en a parlé un petit peu et a expliqué comme normalement les dates du mercato ne seraient pas inchangées, mais voilà, il y a tout un contexte économique qui va suivre derrière, donc il est là le problème. Et je pense que comme le disait Nico, je trouve que Bordeaux a vraiment eu des occasions intéressantes dans le jeu. Il y a eu des choses vraiment pas mal. D'ailleurs, là, en début de saison, tout le monde s'accordait à dire regardez, que je me rappelle justement que Canal jusqu'en décembre, en décembre, voilà, et notamment on parlait voilà, regardez comment sont placées les lignes, comment la phase de transition est faite. On n'arrêtait pas d'encenser Paulo Sousa, par exemple, avec ce passage aussi au CFC, etc. Donc voilà, je pense que il faudra une saison pleine pour revoir des choses intéressantes, et ça sera la saison prochaine. Tant pis, comme le disait Nico, c'est dommage on n'est pas allé au terme de cette saison, parce que je pense que oui, effectivement, des équipes comme Reims seraient peut-être pas aussi haut aussi. Bordeaux serait, je pense, au moins en première partie de classement, peut-être plus au niveau du fond que du haut, mais Bordeaux aurait pu vraiment faire quelque chose, au moins être dans le top 8. Donc malheureusement ce n'est pas le cas. On n'aura pas le Money Time, quoi. On jouera pas le Money Time. Non, voilà, on n'aura pas le fameux Money Time. Donc non, mais bon. Non, mais t'auras pas le Money Time, donc ça c'est très important. Et moi je voudrais juste terminer un peu avec cette histoire de Paulo Sousa qu'on juge sur cette saison. Moi déjà, je trouve qu'il y a un débat qui sera intéressant de faire un jour, c'est sur quoi tu juges un entraîneur. Est-ce que tu le juges qu'au résultat? Si tu prends le résultat brut, c'est vrai. La saison de Sousa, elle est pas bonne, on peut le dire. Pas très bonne en tout cas. Il aurait pu gagner plus de matchs et il aurait dû le faire même. Maintenant, moi, il y a un truc auquel j'attache énormément d'importance. Alors c'est peut-être parce qu'en plus maintenant j'ai passé mes diplômes d'entraîneur dans un autre sport et je pense que c'est important aussi. J'ai un regard peut-être un peu différent sur ça, mais dans quel sport? Pour moi, moi je suis handballeur et du coup j'encadre une équipe de hand, mais c'est le comportement de ton équipe, et je trouve que ces joueurs, quand même, il y a pas mal de mecs qui ont été transformés et qu'il y a eu une vraie philosophie de jeu. Alors ça fait pas tout, bien évidemment, mais je pense que si tu continues à construire avec ce mec-là, je suis persuadé que tu es capable de faire une saison avec des joueurs qui, voilà, quand tu as un peu la baraque à la réussite, des joueurs qui surperforment un peu, je suis persuadé que tu peux faire un super truc. Donc je vois des tas de trucs sur les réseaux sociaux où Paulo Sousa se fait démonter, ou parce qu'il a promis un jeu spectaculaire, mais ok, on est d'accord, c'est sûr que cette équipe, elle n'était pas prête là à aller chercher la Ligue Europa, mais le club de Bordeaux n'est pas prêt à retrouver ces ambitions-là, clairement. Et vous parliez d'un attaquant cet été, mais les gars, si Bordeaux arrive à faire un attaquant, franchement, moi je le souhaite de tout cœur. Mais la priorité de Bordeaux, ça va pas être d'aller chercher des joueurs, ça va être de survivre là, parce qu'ils vont en être à 45 millions de déficit. Il va falloir déjà savoir si l'actionnaire remet la main à la poche pour combler les dettes, parce que là, on parle de survie d'un club. Au-delà de parler d'un attaquant, moi j'entends des tas de choses sur la cellule de recrutement qui scrute ce profil-là. Ok, bien sûr. Mais ils n'ont pas un copec. On ne sait même pas si le club va pouvoir survivre. Alors, si on pense, parce que King Street va mettre de l'argent, mais déjà on en est là. Essayons de sauver le club, essayons de repartir avec un effectif digne de la Ligue 1, avec ce coach-là. Moi, je suis persuadé que s'il garde ses joueurs
cette équipe peut être meilleure que cette année et s'il garde son groupe, persuadé que cette équipe peut faire bien mieux avec cet entraîneur-là. Voilà. Moi, j'y crois vraiment. Cette saison était très particulière, mais je pense qu'il a commencé à planter une graine et que je suis sûr que les fleurs ou l'arbre peut vraiment pousser l'année prochaine. C'est magnifique. C'est magnifique cette métaphore, Ouais. cette image. C'est pas le 1er mai, c'est le jour du muguet. Alors. Allez, on termine là-dessus. Un mot pour qualifier la saison des Girondins. Flo, un mot. Bonne question. Mitigé. D'accord. Nico. Je dirais, j'hésite. Allez, je vais dire 2 mots. Je vais dire moyennasse et déception. Parce que c'est quand même une déception de devoir Bordeaux 12e. Parfait. Merci messieurs pour ce podcast. On se retrouve mardi. On va chercher un thème. On aura certainement un thème en tête, si vous êtes d'accord, messieurs. Et puis, merci de nous écouter et bon week-end à tous. Salut. Bye. Salut.